Ils sont quatre lycéens emprisonnés à Reims, qui passent et repassent devant la cathédrale, qui se morfondent sur des bancs, et le soir venu, quittent leur enveloppe corporelle pour se retrouver, tard dans la nuit, à la faveur de rêves communs. Ils ne sont qu'en seconde, mais possèdent déjà le don de la vision nocturne. Pas seulement celui du nyctalope qui chasse dans la pénombre des rues des vérités honteuses, mais celui autrement plus dangereux, du nyctalope intérieur, qui traque l'absolu dans chaque coin de l'âme, qui traque une étrange métaphysique prénatale qui serait capable de sauver l'innocence. Leurs expériences dépassent la simple exploration adolescente des révoltes et des fugues. Ils engagent déjà tout leur être. Ils sont en fuite sans quitter Reims. On peut aussi bien dire qu'à 16 ans, ce sont déjà des mystiques, vieux de 1000 ans. Ces 4 hommes promis à un avenir hors du commun sont, ainsi qu'ils se sont baptisés, les frères simplistes. Leurs noms sont Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, Roger Vaillant et Robert Mérat. Oublieuse postérité, épisode 34. Le grand jeu, les frères simplistes. Il est difficile de situer une origine à leur trajectoire parce que leur existence n'a pas de durée. Eux-mêmes cherchèrent à remonter en amont de leur naissance, dans cet au-delà antérieur à l'existence qui aurait peut-être valeur d'infini et de rédemption. Toutefois, avril 1923 est une date importante. C'est ce mois-là que parurent, ensemble, les premiers poèmes de Gilbert Lecomte et de Vaillant dans la revue Le Pampre. Depuis le début de l'année, Gilbert Lecomte correspond avec René Maublanc, l'un de ses professeurs qui s'est pris d'amitié pour lui et Vaillant. Il les a encouragés à écrire des haïkus. La tentative de Gilbert Lecomte s'intitule Souvenance. Le titre, évidemment, est prémonitoire. Ils sont adolescents, mais déjà trop vieux, trop dénaturés, avec, je cite, sous leur crâne, un cadavre d'esprit. Il faut à tout prix remonter la pente, retourner en arrière, vers l'illusoire pureté. Ce travail de l'esprit n'est cependant pas suffisant pour eux. Il faut que le corps participe, qu'il marche lui aussi vers la source sacrée. C'est pourquoi René Daumal apporte un beau jour au groupe du tétrachlorure de carbone qu'il utilise pour tuer les papillons qu'il collectionne, liquide volatile dont les émanations sont hallucinogènes pour l'homme. C'est la première véritable incursion de la matière dans le vide, de l'esprit, dans le néant, de la vie, dans la mort. Il discerne, à 2 doigts du coma, les portes d'un nouveau royaume. La découverte est autant capitale que fatale, bien qu'il ne le sache pas encore. Après s'être définis comme les frères simplistes, ils se choisissent aussi des surnoms. Pour Gilbert Lecomte et son regard bleu spectral, c'est Rogue Jarl ou Coco de Colchide. Pour Daumal, ce Bouddha de la vieille dynastie chinoise Shang, c'est Nathaniel. Pour Vaillant, le timide, l'apeuré, c'est François. Et pour Mérat, l'indéchiffrable et l'effrayant, c'est le Strige. Ensemble, ils pactisent, tentent la vie autant que la mort, cherchent les limites non de l'autorité parentale ou sociale, mais de la perception, de la création, de l'art devenant chair. Le 1er mai 1925, à Reims, tandis qu'un cortège de travailleurs passe devant Daumal et Gilbert Lecomte, leur regard est attiré par un jeune adolescent qui scande des slogans de l'Action française et se fait rabrouer par les manifestants. Ce blondinet, au regard poupon, ne va plus à l'école depuis longtemps et travaille au champ. Mais il ne restera pas longtemps à quai. Il le remarque aussitôt. Ce gamin est véritablement de l'étoffe de Rimbaud. Il veut tout quitter. Il lui faut absolument errer, expérimenter, découvrir. Daumal et Gilbert Lecomte l'accostent et l'invitent à boire un verre. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de faire une rencontre capitale. En effet, ce drôle de garçon, c'est Pierre Minet, plus jeune qu'eux de 2 ans, et il devient très vite le 5e frère, Fifi, le frère Fluet. Plus tard, c'est par lui qu'arriveront les fonds pour publier le premier numéro de la revue d'avant-garde,
dont il rêve depuis des années. Le 1er mai 1925. Je suivais le cortège des grévistes. Eux, 1 millier environ, moi tout seul, mes journaux sous le bras, mes poumonnants à crier « Demandez l'action française, organe du nationalisme intégral !» Du cran. Ils ne s'en foutaient pas tellement, m'insultaient en marchant, me crachaient au visage. Sur notre passage, les gens restaient bouche bée. Tout à coup, je sens que l'on me tape sur l'épaule. Je fais face. Gilbert était tout attendri. Il me souriait avec une exquise aménité. Nathaniel a dû tout de suite sortir une charmante énormité, quelque chose comme Ma petite sœur n'en ferait pas autant. Vous êtes un héros, monsieur. » Puis il a tiré son mouchoir qu'il a passé sur mon visage. Je l'ai trouvé si étonnant, si particulier. Nathaniel, surtout, avec son air de bonze farceur, ses yeux de papillon derrière ses lunettes, l'immobilité malicieuse de ses traits. Gilbert portait un costume de coupe excentrique qui me parut alors de la dernière élégance. J'abandonnai les manifestants pour aller avec eux prendre un verre au bar Cyrano, passage Talleyrand. Ils ne devaient devenir mes dieux qu'un peu plus tard. Pierre Minet n'attend pas. Dès qu'il a 16 ans, il s'échappe du domaine familial, demande quelques francs à son curé et prend le train jusqu'à Paris. Ce révolté bohème n'est pourtant pas encore tout à fait certain de ses dons. À la capitale, il vit de misère, de bancs accueillants, de rencontres, travaille 15 jours ici, puis un mois ailleurs. Il erre comme un bienheureux, en été, sous le soleil. Il doit revenir à Reims, repart aussitôt. Ce coup-ci, c'est Gilbert Lecomte qui donne l'argent du second départ. 50 francs dans la main, et quelques verres de Rimbaud pour bénédiction. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Le petit frère parti, le groupe n'allait pas tarder à se fractionner plus encore. Bien sûr, tous rêvent de la capitale où l'on fait paraître la révolution surréaliste, c'est-à-dire ce lieu où d'autres poètes engagent leur existence entière, du moins en apparence, dans l'exploration de l'inconscient. Mais tous n'ont pas réussi leur examen. Daumal, bon élève, doit rejoindre Paris pour entrer à Henri IV. Vaillant part lui pour Louis le Grand. C'est plus compliqué pour Gilbert Lecomte qui doit repasser son bac qu'il a raté. Roquejarl est un grand buveur et ne dit pas non quand il faut discuter avec des femmes. Lui qui écrit pourtant à Roger Vaillant, « Moi, je veux être totalement insexué, anaphrodisiaque. Pour prendre l'habitude et éviter les tentations, je fais en ce moment une cure de silence, solitude et ténèbres. C'est charmant, tu devras essayer. » Robert Mérat non plus n'a pas réussi ses examens et doit rester à Reims. Mais cet été-là, le Strige prend peu à peu ses distances. Il est toujours si énigmatique, si sentencieux, si froid, et il sera d'ailleurs comparé à divers personnages des possédés de Dostoïevski par ses amis d'adolescence dans diverses lettres. Le 2 octobre 1925, alors que ses deux amis sont partis, Gilbert Lecomte écrit à Roger Vaillant. « Il fait bien seul maintenant, tout au fond de moi, oh combien seul. Ces derniers jours me furent bien tristes, l'exode de Nathaniel a ravivé le mal de ton exode, et des soleils morts agirent au fond de mon crâne vide. » Certes, Gilbert Lecomte pleure le départ de ses amis, mais ses pleurs sont ceux de l'impatience plus que ceux d'une véritable tristesse. Il va retrouver ses compagnons, c'est certain, d'autant plus que ce sang rémois qui bat le pavé de la capitale ne perd pas de temps. La littérature avant tout, encore et toujours. À Paris, tout devient possible. Poésie, rencontres, éditions, compagnonnage. Pierre Minet se lie avec Claude Naville. Je cite « Seul homme à m'avoir fait honte de ma solitude et donné le désir de combattre. » Claude Naville le fera entrer comme employé à la librairie Gallimard et lui permettra de rencontrer Gaston Gallimard, qui l'encourage à mettre au propre ses poèmes. Il le fait. Fébrile, Minet attend une réponse. Elle viendra. C'est un peu mince. Mais n'oublions pas que Minet n'a que 16 ans. Il traîne, dort sous les ponts, tape le plus possible ses amis pour se payer à manger,
se livre à une espèce de prostitution de semi-luxe, puis il apprend un beau jour que Philippe Soupeau, le surréaliste adoré, dirige les éditions Cras. Je fais ni une ni deux, j'ai poussé la porte du 6 de la rue Blanche, et me voici. Monsieur, j'écris, je vous soumets mes œuvres. Et quelles sont vos occupations ou votre activité? Moi? Rien de tout cela. Je vis bien ou mal, aucune importance. Le travail, ne plaisantons pas, je suis heureux, j'ai des merveilleux amis, les simplistes, mes frères, une amitié incomparable. Et je me raconte, je l'éblouis par ma candeur, ma pureté sans impli, mon amoralisme pastoral, par la conception toute simple que je me faisais de ma propre existence, pour eux extraordinaire, dans une certaine mesure unique. Soupeau prend mon cahier, et nous convenons de nous revoir sans tarder. Si l'entrevue ne donne rien, elle permet tout de même la rencontre capitale, celle de Léon Pierrequin. Minet évoque à nouveau la poésie, Reims et lui montre une photographie de ses frères. Pierrequin est, comme tout le monde, hypnotisé par la beauté astrale de Gilbert Lecomte. Un ange, bien sûr. Un ange d'éther auquel la drogue, à Reims, peu à peu ravit la vie. Pierrequin embarque avec Minet et part le rencontrer. Il veut connaître ce Roquejarl. C'est fait. Ils deviennent amis. Et ainsi, Gilbert Lecomte aura une raison honnête d'aller plus souvent à Paris rejoindre ses frères. Désormais, la roue ne s'arrêtera plus de tourner, comme le barillet du revolver avant une séance de roulette russe qu'au moins un des frères fit, puisque chacun pouvait engager la vie de l'autre par un simple mot. Ainsi était le pacte de ses amis. Et c'est ce que fit vraisemblablement Robert Mérat, qui macère à Reims pendant ce temps, macère jusqu'à perdre le goût des errances nocturnes et du simplisme. À cette même époque, un jeune homme, né la même année que D'Aumale, et Gilbert Lecomte, entre en correspondance avec eux. C'est Maurice Henry. Je cite « Tes yeux ne sont pas tes yeux, mais la doublure de la nuit ». C'est ce qu'il écrira dans son poème Portrait, et ce sont des mots faits pour les simplistes, des mots faits pour ceux qui songent de plus en plus ardemment à une revue dans laquelle exposer leurs idées, leurs recherches, et plus que tout, leurs âmes translucides. Pendant ce temps, un jeune homme né en 1904 à Belgrade, dans une bonne famille, rêve de Paris. Pourquoi? Mais parce que c'est la patrie des surréalistes, naturellement. L'attraction est énorme, viscérale, pour quelques lettrés qui se retrouvent dans les cafés, si bien que ce jeune homme commence à apprendre le français tout seul. Et il aura bientôt l'occasion de le parler, car il passe la frontière en 1925. Mony de Bouilly, puisque tel est son nom, rencontre aussitôt Breton, Éluard, Perret. Aragon, qui est en train d'écrire Le Paysan de Paris, le prend sous son aile et lui fait labourer la capitale pendant 15 jours, sans aucune interruption. Sur un coin de nappe, testé par Breton, Mony de Bouilly se livre à l'écriture automatique sous les yeux de Benjamin Perret, qui l'encourage à se dépouiller de toute réflexion. Il passe l'examen avec succès. Le voilà accepté parmi les surréalistes. Un rêve. Mais le Serbe doit rentrer au pays et mener des études, pressé par ses parents. L'amour de la littérature ne connaît aucune limite pour ces jeunes gens. Roger Vaillant, qui est pourtant d'un naturel peureux, qui rêve de femmes mais n'ose les approcher, se lie avec quelques camarades au lycée Louis-le-Grand, durant cette année 1926 qui commence. Et il y a parmi eux Paul Gaden, Robert Brasillac, Thierry Molnier. Ensemble, ils écrivent un roman parodique dans le style de Fantomas. Ils l'intitulent Fulgure. Et le mouvement ne cesse de s'accélérer. La rencontre avec Pierrequin, initiée grâce à Pierre Minet, engendre celle de Richard Wagner, et surtout celle du peintre Joseph Schima, ce peintre du chaos immuable qui sera l'un des plus proches du groupe. En effet, une secrète communication s'installe entre le peintre et Gilbert Lecomte, qui est doté, selon lui, d'une surconscience poétique. On entend désormais, ça et là, de drôles de voix, des voix d'anges aux ailes trop lourdes. C'est que Gilbert Lecomte, qui a désormais découvert l'opium, la déesse noire comme il l'appelle, depuis Reims, presse D'Aumale et Vaillant d'entrer en contact avec tout le monde. Sandrard,
Fargues, Éluard, Vitrac, Breton, Ribemont-de-Seigne. Certains répondront à l'appel, d'autres l'ignoreront, et d'autres encore feront tout pour détruire les frères simplistes. La relation entre Pierre Quint et Gilbert Lecomte se précise. En février 1927, l'éditeur écrit à son protégé « Je vous remets ci-joint le projet de contrat dont je vous ai parlé. Le titre que j'ai donné à votre prochain ouvrage, Mystique prénatale, titre choisi d'après vous, ne peut être naturellement que provisoire. » Il ne reste que 4 pages de ce manuscrit, et ils s'échangent par ailleurs des pages d'un roman qu'ils projettent d'écrire ensemble. En octobre de la même année, en voyage à Berck en compagnie de Pierre Minet, Gilbert Lecomte aide Pierre Quint à peaufiner son essai « Le comte de Lautréamont et Dieu ». Il sera dédié à Gilbert Lecomte par son auteur, en souvenir des Chants de Maldoror que nous avons relus ensemble. Les Rémois font aussi la connaissance de Pierre Klossowski, et surtout, de Liliane Fisk, qui va bientôt devenir la compagne de Pierre Minet, une artiste peintre qui a un quart de siècle de plus que lui, et qui sera autant l'artisane de sa réussite juvénile que celle de sa défaite et de la honte infinie qui le pourchasseront et dont nous reparlerons dans un autre épisode. Liliane Fisk n'est d'ailleurs pas la seule à être bien plus âgée que le jeune poète. À la même époque, arrive Don Cezou, un voyageur qui n'a rien à voir avec la littérature, mais qui fait forte impression. Un Hollandais, né en 1884, qui se prénomme Hendrik Kramer. Ce dernier, contre toute attente, se fond parfaitement dans la masse de ceux qui pourraient être ses enfants. Il n'écrit pas, mais sera victime, une nuit d'insomnie, d'un raptus. À partir de ce jour, il renonce à tout, abandonne sa femme, part aux États-Unis et commencera à composer des nouvelles fantastiques, métaphysiques, apocalyptiques. Les frères simplistes lui prendront des textes, et René Daumal lui prendra sa femme. Oui, Vera Daumal fut d'abord l'épouse de ce vieux matelot qu'on surnomma bientôt le capitaine. On doit ce surnom à Mony de Bouilly, dont il est le plus proche, qui lui écrira d'ailleurs un long poème en 1936. Accueil au capitaine. Salut au modeste cargo noir de houille, roux de houille. Salut au berceau des tempêtes. Salut aux anges de l'équipage aussi. Mais d'abord, salut à toi, capitaine. Sois le bienvenu parmi nous, tes amis certains, t'épuisés par la conscience. Nos vies sont trop pleines ou trop éparses, trop lourdes ou trop ardentes, et notre solitude est celle d'une main morte. Le sang de la raison attend d'être vivifié. D'ailleurs, Mony de Bouilly est de retour en France après son intermède à Belgrade. Nous sommes en 1928. Il se fait toute une joie de revoir ses amis, mais en 3 ans, tout a changé. Le surréalisme est devenu une officine communiste. C'est encore à l'époque du rêve politique en France, alors que pour Mony de Bouilly, à l'Est, c'est un cauchemar. Il compte parmi ses amis des prisonniers du communisme. Ainsi, très vite, il est renvoyé du groupe surréaliste avec un ami, Jean Carive. À la vérité, je dois dire que nous avions provoqué ce renvoi par nos insolences répétées et notre permanente opposition aux directives de Breton. Breton avait le don particulier d'injurier et de déconsidérer un individu. Nous savions d'avance ce qui nous attendait, mais nous n'avions nulle intention de nous joindre à son troupeau. Nous nous sommes libérés ensemble et mutuellement encouragés pour sauvegarder notre liberté. À peine licencié, le voilà rencontrant un certain Claude Cernay, Ernest Spirt de son vrai nom, natif de Roumanie, arrivé à Paris en 1926, et un certain Arthur Adamov, russo-arménien arrivé en France 2 ans plus tôt. Ces étrangers amoureux de la France et de l'avant-garde vont plus vite que leurs futurs frères rémois. Ils montent en quelques mois une revue qu'ils publient, revenu nommé Discontinuité, qui n'aura qu'un seul numéro,
en juin 1928, et dont le manifeste se nomme « L'aube n'est pas une épée », et le poème qu'a donné Moni de Bouilly, « L'aorte des fantômes ». Il faut tout simplement retenir une phrase de l'éditorial de cette revue. En vérité, nous savons que rien, absolument rien, ne vaut la peine d'être joué. Juin 1928. Dans un autre coin de Paris, c'est-à-dire à 2 pas et à des années-lumière, c'est enfin la parution de la revue dont rêvent les simplistes depuis si longtemps. Roger Vaillant en a finalement trouvé le nom, un jour sur un banc, selon Pierre Minet. Ce sera Le Grand Jeu. Le premier paragraphe de l'avant-propos signé Gilbert Lecomte est désormais bien connu. Le Grand Jeu est irrémédiable. Il ne se joue qu'une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. C'est encore à qui perd gagne. Car il s'agit de se perdre. Nous voulons gagner. Or, le grand jeu est un jeu de hasard, c'est-à-dire d'adresse, ou mieux, de grâce. La grâce de Dieu et la grâce des gestes. On compte parmi les signataires de ce manifeste, et au sommaire de la revue, René Daumal, Roger Vaillant, Hendrik Kramer, Maurice Henry, Pierre Minet, Joseph Chima, André Roland de Renéville, Arthur Arfaud. Maurice Henry signe le premier chapitre d'un court essai intitulé « Nécessité de la révolte » et clame « Je regarde. Les enfants et les poètes sont morts. Les poètes sont des enfants. Enfants, poissons couchés dans l'œil de l'océan, fleurs coupées et aiguisées au couteau d'émail, miroirs des étoiles, anges vêtus de pétales et d'ivresse marchant pieds nus sur l'or chaud des toits, des illusions, emportant le rêve avec vous dans les plis de vos robes, paillettes étincelantes, groupées en sillons de glace, arc-en-ciel réunis sur un fond de blancheur irréelle, je vous suis. Renéville affirme que, je cite, « Dans le royaume des morts, les pensées humaines construisent de singuliers édifices. Je n'y voudrais point habiter pour tous les corps du monde. » Vaillant, lui, consacre un essai à la bestialité de Monterland et conclut en se demandant si l'auteur, je cite, « s'engage vraiment sur la corde raide. » Gilbert Lecomte, enfin, déclare à René Guénon que sa pensée théorique dans son essence est la nôtre, que la tradition dont il se réclame est bien la seule que nous nous reconnaissions. Les critiques sont dubitatifs, mais qui pourrait croire que les auteurs du grand jeu écrivent pour eux ? Leurs mots sont dissimulés dans l'ourlet du temps. Ils auraient très bien pu y rester pour l'éternité. Toutefois, un certain André Gaillard réagit. Un poète dont la métaphysique et l'ontologie n'est pas si éloignée de ses semblables du Grand Nord. Il est natif de Rochefort, mais c'est à Marseille qu'il va se fixer. Il écrit depuis 3 ans dans une revue qui s'appelait jadis Fortunio, fondée par Marcel Pagnol, et elle se nomme désormais Les Cahiers du Sud, et est dirigée par un certain Jean Ballard. André Gaillard a lui déjà fait sa révolution. De poèmes assez classiques, il est passé à une forme plus mystique après avoir rencontré, bien sûr, les surréalistes à Paris. C'est d'ailleurs son arrivée au Cahiers du Sud qui permet de développer l'influence de la revue. En effet, les surréalistes de la capitale acceptent, grâce à André Gaillard, de donner quelques poèmes à la Méditerranée. Et Gaillard fait aussi la rencontre de Blaise Cendrars, auquel le grand jeu réclame un texte. D'ailleurs, Gaillard apparaît plusieurs fois dans L'Homme foudroyé. Cendrars, par exemple, hésite à l'amener avec lui au Brésil. Le sauve, probablement de la mort en 1927, quand il fait une chute d'une 30aine de mètres, dans les rochers, et reste inanimé au bord de l'eau. Gaillard, quand il est chez Cendrars tandis que son ami n'y est pas, s'amuse à ajouter des lignes au manuscrit sur lequel travaille le bourlingueur. Je cite « Ces phrases d'André, je ne les ai jamais biffées. Et elles furent publiées, noyées dans mon texte, quand mon roman parut enfin en librairie en 1929. Avis aux chercheurs et aux curieux. Je note cette fleurette comme une idylle bien rare entre poètes. » André Gaillard
sensible au grand jeu, et ayant pris la direction artistique des Cahiers du Sud, voudra réaliser un numéro spécial consacré à la poésie et à la critique. Pour la première fois, on réclame les poètes rémois dans une autre revue. C'est la consécration. Le vent se lève. L'homme du Sud n'est pas le seul à les réclamer. Le pape du surréalisme, André Breton, réagit aussi après la parution du premier numéro du Grand Jeu. Mais il n'est pas là pour apporter une bénédiction. Au contraire, il endosse déjà sa belle et inusable tenue de fossoyeur. Trop d'événements dangereux s'accumulent pour qu'il ne réagisse pas. Le départ de Moni de Bouilly, la parution de Discontinuité, dont Breton affirme qu'il s'agit, je cite, d'un éphémère torchon caractérisable essentiellement par une déclaration de dilettantisme anticommuniste. La parution du Grand Jeu, et surtout un article de Roger Vaillant, paru en septembre 1928, dans Paris Midi, où il travaille depuis peu, introduit par Robert Desnos. Bref, tout ceci est suffisant pour convaincre Breton que ces jeunes gens feront trop de bruit. Il les convoque donc par lettre en février 1929, afin, je cite, d'étudier les possibilités d'une action commune. D'Aumale et Gilbert Lecomte n'y voient pas de contre-indication. Ils ébauchent même une sorte de réponse. Enfin, André Delonce, jeune membre du groupe, en ébauche une. Ce dernier est un local puisqu'il vient du Vésinet. Comme Pierre Minet, il est né en 1909. Il écrit des poèmes depuis ses 16 ans qu'il lie à une certaine Jacqueline Lamba, sa cousine, dont nous reparlerons dans un prochain épisode, et pour laquelle il se sent un peu comme un mentor intellectuel. En fin d'année 1928, un peu après la parution du premier numéro du Grand Jeu, Delonce rencontre André Breton qui ne le convainc pas suffisamment d'intégrer les surréalistes. Découvrant ensuite la revue de D'Aumale, Gilbert Lecomte et Vaillant, la proximité crève les yeux. C'est de ce groupe de jeunes hommes possédés par la vie et le vide, qu'il doit se rapprocher. D'ailleurs, un mois avant la parution du premier numéro du Grand Jeu, il écrivait un poème, La lumière et l'ombre, dont voici la première strophe. Dormeur du tonnerre, dormeur des étoiles entre la boue des lèvres, dormeur sans voir les mailles du filet, les muscles du déluge, dormeur des attelages au-dessus du ciel, au-dessous des plafonds, des baguettes de verre, nous n'avons qu'un signe à faire pour mourir. Dans un autre poème, il évoque, comme une prophétie, ou plutôt pour employer les termes des simplistes, une réminiscence, le grand jeu dément. Il faudrait lire aussi La fin, qui est un superbe poème. Delonce est donc fait de l'étoffe des grands poètes de cette époque, mais un vieux reste de politique dort en lui. C'est pour cela que le 25 février 1929, il envoie une lettre avec l'accord des fondateurs du Grand Jeu à André Breton, en réponse à la convocation que ce dernier leur a envoyée. Dans cette lettre, il affirme deux choses. Premièrement, qu'il appartient bel et bien à la revue des Rémois. Deuxièmement, qu'il faudrait ouvrir la réunion souhaitée par Breton en évoquant le sort fait à Trotsky par Staline, qui vient de l'envoyer en exil. Vient enfin le 11 mars 1929. Tous les membres du Grand Jeu vont à la réunion réclamée par les surréalistes. On prie cependant Moni de Bouilly de rester à l'écart, dans un bistrot, pour éviter un esclandre inutile. Au bar du château, les attendent une vingtaine de surréalistes, dont Aragon, Crevel, ou encore Queneau. Breton n'évoquera pas un instant Trotsky. En effet, il a feint d'accepter la demande de Delonce. En réalité, et contre toute attente, s'ouvre le procès du Grand Jeu. C'est le début de la fin.